à toutes et à tous. Je suis Mathieu Dejouy, directeur adjoint du CNER. J'ai le plaisir d'introduire ce webinaire qui sera animé par Cindy Aymon, responsable des études, des publications et contenus éditoriaux au sein de la fédération. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire, cette fois consacré à l'industrie, ses enjeux et ses bonnes pratiques. Vous êtes un peu moins d'une centaine d'inscrits, donc nous vous en remercions. C'est un webinaire organisé dans le cadre de la parution ce jeudi du dossier de bonnes pratiques sur le sujet, donc sur l'industrie, gratuit pour les adhérents au sein de la fédération et donc en vente pour les non-adhérents. Ce n'est pas le cas pour toutes les publications, mais vu l'engouement autour de ce sujet, nous avons décidé de rendre accessible aux non-adhérents, donc en vente. En quelques mots rapides, sur le CNER, en effet, les profils sont variés parmi les inscrits, donc je pense que toutes et tous ne connaissent pas encore la fédération. Je vous demanderai de couper les micros, s'il vous plaît. Je crois qu'on est un peu plus de 60-70. Merci beaucoup. Alors, une petite présentation très rapide du CNER, la Fédération des agents d'attractivité, développement et d'innovation depuis 1952. Donc, 5 missions que l'on mène pour les adhérents, des missions de représentation auprès des pouvoirs publics notamment, de formation sur nos sujets pour les professionnels de l'attractivité et du développement économique au sens large du terme, et non pas que les agences. Donc, des missions de publication, donc là, c'est l'objet du jour qui nous réunit aujourd'hui avec un pôle études, contenus éditoriaux piloté par Cindy Aymon, qui animera ce webinaire, des missions d'expertise, des missions courtes et opérationnelles, et l'animation de la communauté des professionnels du secteur. Donc, c'est des webinaires thématiques, des webinaires de bonnes pratiques comme aujourd'hui, et des clubs également. Donc, pour les agences, les clubs communication, endogènes pour l'accompagnement d'entreprises déjà présentes sur le territoire, les clubs marketing territorial, des DG, des agences métropolitaines ou régionales, clubs attractivité, on va parler d'attraction de professionnels de santé, de professionnels tout court, d'attractivité résidentielle également, et bien d'autres. Et un club pour les collectivités également. Alors là, ça vient d'une demande des collectivités à adhérer au CNER. Dans nos statuts, seules les agences peuvent adhérer. Donc, nous avons ouvert une petite partie des services aux collectivités via un club dans lequel vous pouvez échanger aussi sur vos sujets et dans lequel aussi on vous réunit face à des experts. Donc là, si vous êtes intéressé, Cindy vous passera les contacts en fin de webinaire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette introduction sans oublier le moment phare de l'année. C'est le Forum des Vécos, les 13 et 14 novembre prochains à Dunkerque, donc sur un territoire industriel ou portuaire. Donc forcément, les sujets d'aujourd'hui seront également évoqués à Dunkerque. Merci pour votre présence. Vous êtes en nombre aujourd'hui. Je laisse la parole à Cindy Aymon, responsable des études, publications et contenus éditoriaux du CNER, qui va introduire ce webinaire et présenter nos invités du jour. Merci Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Cindy Aymon, responsable des études et des publications au CNER. Et nous allons commencer ce webinaire avec des sujets qui sont issus du dossier de bonne pratique industrie qui sera diffusé jeudi. Je vous en reparlerai d'ailleurs plus précisément à la toute fin du webinaire. Donc pour cette présentation, je serai accompagnée, je vais vous mettre la diapo d'après, voilà, je serai accompagnée de Aurore Colnel, chef de projet territoire d'industrie à la NCT, la NCT étant membre associé du CNER. Virginie Sachs de Compagnium, qui nous parlera de la responsabilité territoriale industrielle. Bernard Abondance et Françoise Restif vont nous parler de 2 bonnes pratiques qui sont issues du dossier. Donc Bernard Abondance de Essonne Développement nous parlera de l'accélérateur industriel et Françoise Restif de Bretagne Développement Innovation nous parlera d'une démarche de relocalisation par les achats. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat du webinaire. Nous y répondrons en fin de séance. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vais passer la parole tout de suite à Aurore Colnel. Aurore, c'est à vous. Oui, merci Cindy. Bonjour à tous. Donc Aurore Colnel, je suis chef de projet à la direction du programme Territoire d'industrie au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Comme le rappelait Cindy, la NCT est membre associé du CNER. Nous avons un partenariat au niveau national et l'objectif de ce partenariat est principalement de mieux faire travailler ensemble les communautés territoires d'industrie et agences de développement, d'attractivité et d'innovation. Donc, je vous propose une présentation en 2 parties qui reprend les 2 volets de ce webinaire. Une première partie sur les enjeux et notamment une présentation du programme Territoire d'industrie. Alors, pour le réseau des agences, et je vois que de nombreux territoires d'industrie d'ailleurs sont connectés à ce webinaire, donc ce sera aussi l'occasion d'avoir des échanges entre eux, entre nous en fin de webinaire. Et puis une seconde partie pour valoriser des bonnes pratiques issues du guide et que j'ai pu retrouver dans les plans d'action des territoires d'industrie. Là encore, de façon à bien faire le lien entre les deux.
Cindy, je crois que c'est vous qui avez la main sur le support. Voilà, donc parfait. Donc, en quelques mots, le programme Territoire d'industrie, c'est un programme national de réindustrialisation par et pour les territoires. Il a été lancé par le gouvernement fin 2018 et il est relancé pour une nouvelle phase depuis fin 2023 jusqu'en 2027. Donc, c'est un label Territoire d'industrie qui regroupe 183 territoires au niveau national, donc France métropolitaine et ultramarine. Ce sont des regroupements d'intercommunalités avec une forte ambition de reconquête industrielle qui travaille autour de plans d'action concrets copilotés par des binômes élus et industriels. Donc ça, c'est une gouvernance inédite sur ce programme territoire d'industrie. Donc le principe de binôme composé d'élus et d'industriels qui impulse politiquement la dynamique dans leur bassin et qui travaille avec les partenaires et notamment au niveau régional. Le programme est copiloté par les services de l'État en région et le conseil régional. Et puis au niveau national, nous assurons la coordination de ce programme au niveau de la NCT avec la Direction générale des entreprises, hein. Nous avons bien les deux jambes, territoire et industrie, entreprise. Sur la méthode de travail, nous partons des projets des territoires, de leurs besoins, autour de 4 grandes thématiques que je vous indiquerai ensuite, afin de faire émerger les projets et de les accélérer, notamment avec une offre de services. Ce que nous appelons en termes d'offre de services, ce sont des moyens mobilisés par l'État et les opérateurs, notamment la Banque des territoires, BPI France, Business France, France Travail, l'ADEME, pour mobiliser des moyens en animation, en ingénierie et en financement pour soutenir les projets concrets des collectivités et des industriels. Donc concrètement, Territoire d'industrie vise à concrétiser le volet territorial de la politique industrielle en France. On vous a mis ensuite la carte des 183 territoires d'industrie, donc métropole et outre-mer. Et sur les 4 grandes orientations thématiques, les territoires d'industrie donc, sont invités à travailler sur le premier sujet, sur la formation. Lever les freins au recrutement et développer les compétences dans des territoires industriels attractifs. Donc, à ce sujet, on peut travailler sur la valorisation des métiers de l'industrie, travailler aussi sur la valorisation de l'attractivité des territoires. Récemment, on a par exemple organisé un webinaire, une séquence sur le sujet du logement des salariés, de la mobilité résidentielle. Au titre de la formation, on peut aider les territoires dans la structuration d'une offre de formation, par exemple les centres de formation des apprentis ou le modèle des écoles de production que vous connaissez peut-être. Nous cherchons aussi à ce que les territoires d'industrie puissent travailler sur la thématique de l'innovation. Alors, il y a l'innovation en termes de transition numérique, digitale, l'industrie 4.0, mais il y a aussi l'innovation plus sociale ou la mise en place de coopérations technologiques, le rapprochement entre les entreprises et les grandes écoles, par exemple, dans les territoires. Un axe important est aussi l'accélération de la transition écologique et énergétique des territoires d'industrie. Il y a une mesure phare pour le programme qui s'appelle Territoire d'industrie en transition écologique et qui bénéficie de crédits de l'État au titre du Fonds vert. Donc ça, ce sont des moyens pour les entreprises de soutenir des projets industriels avec une forte ambition de transition écologique. Mais il y a plus largement des enjeux liés à la décarbonation des zones industrielles. Vous connaissez par exemple peut-être le dispositif ZIBAC, Zone industrielle bas carbone. Le dernier axe concerne le foncier industriel dans un contexte de sobriété foncière, d'atteinte de l'objectif zéro artificialisation nette. C'est une problématique importante pour les territoires, les collectivités comme les industriels. Et à ce sujet, il y a une mesure qui a été mise en place qui s'appelle les sites industriels clés en main France 2030 et sur lesquels je dirai quelques mots plus détaillés par la suite. Voilà, les 4 grandes priorités sur lesquelles les territoires d'industrie sont amenés à travailler pour 2023, maintenant 2024, 2027. Vous pouvez passer, Cindy. Alors, dans tout cet écosystème territoire d'industrie, donc les agences d'attractivité, de développement et d'innovation, le réseau du CNER, donc vous êtes partie Oui, prenante des bah, pour écosystèmes l'instant, on apprend là, territoriaux quoi. et vous pouvez participer à ce programme à plusieurs titres. Donc, participation à la gouvernance du programme territoire d'industrie, je pense notamment au niveau régional. Les conseils régionaux étant copilotes du programme avec les services de l'État, les agences de développement économique au niveau régional sont souvent mobilisées sur la gouvernance du programme, le copilotage. Quelques agences portent la chefferie de projet de territoire d'industrie au niveau régional ou territorial. Et puis, il y a aussi de nombreuses agences qui sont impliquées dans les plans d'action des territoires d'industrie en tant que porteuses ou partenaires de projets. Dans ce cadre, les agences accompagnent et facilitent l'action des collectivités et des industriels sur plusieurs leviers majeurs, et notamment la recherche de foncier,
la promotion des sites industriels, et donc c'est là que je voulais réévoquer le dispositif des sites clés en main France 2030, parce qu'il y a une cinquantaine de sites qui ont été retenus par le gouvernement pour accélérer les implantations industrielles. Et donc à ce sujet, les agences sont invitées à travailler sur ces sites et notamment à assurer leur promotion en France et aussi à l'international en lien avec Business France. Donc ça, c'est un dispositif important du programme Territoire d'Industrie et sur lequel les agences sont mobilisées concrètement. L'accompagnement à l'implantation des investisseurs qui fait aussi partie de vos missions, les enjeux aussi de marketing territorial, d'appui à l'innovation, à la détection de projets ou encore l'appui à la structuration de filières industrielles dans les territoires. Et voilà. Et donc, en deuxième partie de mon intervention, donc, je voulais vous valoriser quelques exemples donc, de pratiques qui sont dans le guide, dans le dossier qui va être publié par le CNER autour de quelques grands enjeux. Donc, favoriser la collaboration, ça c'est vraiment le point numéro 1 du programme Territoire d'Industrie, de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs publics et privés pour travailler autour de projets concrets. Alors, des exemples, par exemple, donc l'animation régionale qui est faite en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il y a 10 territoires d'industrie avec l'appui de l'agence agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté. Dans le guide, il est évoqué l'organisation d'un speed meeting qui a eu lieu en début 2024 pour que la dizaine de territoires d'industrie puissent rencontrer autour de rendez-vous les acteurs de l'État, de la région, de l'agence et même des opérateurs justement pour qu'ils puissent concrètement présenter leurs projets et puis qu'on puisse leur présenter l'offre de services mobilisables pour répondre à leurs préoccupations. Et cette animation régionale se poursuit parce que justement cette semaine, le réseau des chefs de projet des 10 territoires d'industrie en Bourgogne-Franche-Comté va être réuni. Un autre exemple est la création de collectifs d'entreprises. Et donc là, c'est à l'initiative de l'ADIRA, le réseau Action, Alsace Centrale, territoire d'industrie et organisation novatrice et solidaire, qui assure le portage du chef d'ailleurs, chef de projet territoire d'industrie, et qui est aussi mobilisé, par exemple, sur une action en faveur de la formation, la création d'une offre de formation industrielle. Et il me semble que le même réseau est mis en place du côté de l'Alsace du Nord, le territoire d'industrie, et le réseau s'appelle Résilient. Voilà, qui a des exemples de réseaux Action et Résilient, appuyés par la DIRA à la naissance et qui, me semble-t-il, maintenant, ce sont des réseaux qui travaillent en autonomie avec leurs industriels. Autour de la promotion de l'industrie, on a, alors Cindy, je crois, avait repéré cette initiative innovante d'escape game. C'est quoi ton métier? Oui, Mis en j'avais place, beaucoup aimé celle-ci. voilà, dans le territoire d'industrie, Lezoux, Thiers, Rambert, Montbrison. Là, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement, format par résolution d'énigmes qui vise effectivement à promouvoir les métiers de l'industrie, à les faire connaître et découvrir. Plonger au cœur de l'industrie, dans la communauté d'agglomération d'Agno. Là, c'est un salon qui se tient, je crois, tous les 2 ans, salon immersif qui vise aussi à faire découvrir auprès des jeunes et de leurs familles les métiers de l'industrie. Sur l'accompagnement et le financement, le Parcoursup d'Industrie 4.0 qui maintenant doit s'appeler Parcoursup d'Industrie 4.0 au zéro carbone, me semble-t-il. Je crois que ce dispositif continue sous la forme zéro carbone, piloté par l'agence Rising Sud et qui vise à accompagner les industriels dans leur politique, notamment de décarbonation. Et c'est une offre de service qui est déployée dans plusieurs territoires d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour aider les entreprises à moderniser leur outil de production. Et puis plus largement, Rising Sud assure la coordination d'une task force en région PACA avec donc le conseil régional et aussi les services de l'État et qui peut mieux accompagner les porteurs de projets et notamment vers l'ingénierie. Sur la thématique de la transition écologique et énergétique vers une industrie plus vertueuse, on a la mise en place d'une association d'industriels, COP30, autour de Mulhouse Alsace Agglomération, qui est dédiée au projet de décarbonation, notamment de la plateforme chimique de Chalampé. Donc ça, c'est effectivement un réseau d'industriels qui s'est mis en place. Et puis, dernier projet, colloque eau et industrie par l'agence L'Europe et avec l'entreprise de Saint-Gobain. Donc ça, c'est un événement ponctuel qui s'est tenu cette année autour de la thématique d'actualité, la réponse au stress hydrique, voilà, sobriété hydrique. Mais outre cet événement ponctuel, j'ai vu que plusieurs territoires d'industrie
de la région est accompagné par l'Europe, par exemple le Lunévillois ou Terre de Lorraine, sur cette thématique de la gestion de l'eau industrielle, qui a été intégrée dans les plans d'action des territoires d'industrie avec avec le soutien de l'agence l'Europe. Donc voilà quelques exemples issus du guide de bonnes pratiques que nous souhaitions vous montrer pour que ce soit concret et vous montrer que les territoires d'industrie travaillent aussi sur ces thématiques avec l'appui des agences. A posteriori, je me rends compte que, il y a beaucoup d'actions de valoriser ici dans l'Est, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est. Donc ce sera aussi l'occasion peut-être dans la partie des questions ou des témoignages, d'avoir des exemples d'autres régions et peut-être de l'ouest de la France, qu'on puisse aussi les valoriser. Merci beaucoup. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Virginie Saxer, cofondatrice de Compagnium. Virginie, c'est à vous. Je peux rajouter quelqu'un. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci au CNER de me donner l'opportunité de vous présenter l'un des sujets sur lesquels je travaille. Et j'en profite pour saluer à la fois le travail des agences de développement économique que je vois sur le terrain et des territoires d'industrie auprès desquels j'ai aussi l'opportunité de travailler. Donc merci à tous pour votre énergie sur les territoires. Donc, je vais vous parler de responsabilité territoriale de l'industrie. Alors, je suis associée, cofondatrice de la société Compagnium, qui est un cabinet de conseil et d'études sur la réindustrialisation et en particulier sur le lien industrie et territoire. Donc, je travaille autant avec des entreprises industrielles dans leur stratégie territoriale, qui implique de l'implantation industrielle, de la responsabilité territoriale d'entreprise, et je travaille également avec des collectivités sur leur stratégie industrielle et sur la construction de pactes, de chartes industrie et territoire. Et c'est en particulier ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, la responsabilité territoriale de l'industrie, qu'est-ce que c'est? Je vous affiche ici l'une des dernières publications que nous avons faites sur le sujet et qui détaille l'ensemble de notre méthodologie, que je pourrais tout à fait mettre à votre disposition par la suite, publication d'une vingtaine de pages. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité territoriale de l'industrie? En fait, c'est se dire que l'industrie, en premier lieu, a une responsabilité territoriale essentielle. C'est un levier de développement des territoires. On veut aujourd'hui une industrie forte pour des territoires forts. OK. Mais ça veut dire concrètement qu'on a besoin d'engager les entreprises industrielles et tout un collectif dans ce développement territorial. Donc, c'est une démarche d'engagement, donc, qui vise à démontrer que l'industrie est un levier concret de développement territorial. Comment on le démontre? Eh bien, on le démontre par des indicateurs, par des items que l'on développe, que l'on formalise, mais aussi en mobilisant l'ensemble des parties prenantes territoriales, tout l'écosystème qui est concerné de près ou de loin par l'activité industrielle. On mobilise cet écosystème autour de l'industrie avec des engagements concrets, compris par tous, définis collectivement, et qui permettent de constituer une charte impact, industrie et territoire, qui permet d'une part de démontrer l'utilité de l'industrie, mais aussi de solliciter, d'engager l'ensemble des entreprises industrielles et des acteurs industriels au sens large autour d'enjeux exprimés des territoires. Je vais rentrer dans le détail un petit peu plus loin. Donc, voilà ce que c'est une démarche d'engagement territorial pour deux objectifs sur le slide suivant. Une démarche, donc deux objectifs, valoriser l'impact territorial de l'industrie. Je vous le mentionnais, ce sont des mesures d'impact liées au projet de territoire et à la stratégie de l'entreprise. Cette valorisation de l'impact territorial, on peut le faire pour une entreprise. Je vous en parlerai tout à l'heure, c'est ce qu'on fait. Pour un collectif d'entreprises, on le fait également. Pour des territoires. Quand c'est en lien avec des entreprises, eh bien, c'est aussi en lien avec leur réglementation CSRD. Valoriser l'impact territorial, mais également mobiliser tout l'écosystème industriel local autour d'engagements collectifs qui concernent l'industrie, et c'est en particulier ce que je vous mentionnais avec la rédaction de chartes industrie-territoire qui peuvent se décliner, si on le souhaite, en contrat d'implantation sur des fonciers ou des zones d'activité économique ciblées.
Donc, 2 objectifs. Concrètement, quelles sont les thématiques que nous abordons dans la responsabilité territoriale industrielle? Je propose de passer au slide suivant. 12 thématiques. Ce sont donc des chartes, des rapports d'impact territorial que nous organisons autour de 12 thématiques sur 4 grands chapeaux que vous reconnaissez ici, qui sont des catégories assez classiques dans des responsabilités sociétales d'entreprise. Donc, des enjeux sociétaux, économiques, environnementaux et sur le bien commun. Et dans chacune de ces grandes catégories, eh bien, on a des thématiques que vous voyez ici s'afficher à l'écran sur la droite, 12, qui correspondent à la fois à des enjeux stratégiques pour des entreprises industrielles, bien évidemment, recruter pour la formation, le développement de filières, l'immobilier, l'eau, j'en prends quelques-unes. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Démocratie locale, hein, l'ouverture auprès des citoyens, on parlait d'escape game, montre-moi ou explique-moi ton métier, s'ouvrir aux citoyens, changer l'image de l'industrie, c'est un élément crucial. Et ces enjeux, eh bien, on les croise avec des enjeux essentiels également, des projets de territoire. Donc, ces thématiques, elles sont là pour faire dialoguer l'industrie et le territoire, puisqu'on parle de sujets communs et qu'on utilise les mêmes termes. Donc, pour prendre quelques exemples, on est sur un territoire où il est difficile de recruter. Je ne prends pas un exemple par hasard, je pense que l'ensemble des territoires ici se sent concernés. Ok, très bien. De quelles compétences a-t-on besoin? Quels sont les acteurs de l'enseignement et de la formation en place? Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Est-ce que les entreprises aujourd'hui vont vers l'ensemble des acteurs de l'enseignement? Est-ce qu'elles décrochent leur téléphone pour appeler les collèges et prendre les élèves de 3e en stage? J'ai eu le cas ce matin, donc sur cet exemple-là. Oui, on a besoin que les entreprises finalement soient guidées un peu plus sur leurs actions territoriales et de manière collective. Donc emploi et formation, bien évidemment. Je vais vous prendre encore quelques autres exemples. Sur l'immobilier, l'architecture, on l'évoquait à l'instant. Oui, bien évidemment, nous avons un problème de foncier industriel aujourd'hui. En tout cas, un enjeu qui nécessite que les entreprises changent de pratique. Les entreprises, les territoires également, bien évidemment, mais collectivement, nous avons besoin de changer de logiciel sur l'implantation industrielle. Comment faire? Comment engager les entreprises dans la densification de leur foncier? Comment les engager dans une architecture qui s'intègre au paysage? Eh bien, tous ces thèmes sont évoqués de manière concrète, formelle, dans une charte. Je mentionne pas ici toutes les thématiques. Peut-être sur ce dernier point, la démocratie locale, combien d'entreprises ouvrent leurs portes et à quelle fréquence auprès des familles des collaborateurs, auprès des écoles, auprès du grand public. Tous ces éléments sont donc formalisés, écrits en collectif, hein, cette charte et ces thématiques sont là pour guider, mais notre démarche, c'est d'écrire cette charte avec l'ensemble des parties prenantes du territoire, entreprises, collectivités, associations, citoyens, institutionnels. On se met autour de la table, donc on fait des entretiens, nous, préalables, ensuite on met l'ensemble des acteurs autour de la table et on coécrit cette charte de manière à ce qu'elle soit acceptée et mobilisatrice pour l'ensemble des parties prenantes. Ces thématiques sont donc évoquées dans 3 types de livrables que nous produisons dans cette démarche. Je vous le disais tout à l'heure, nous produisons des chartes d'engagement territorial pour les territoires d'industrie, pour les EPCI, pour les écosystèmes territoriaux au sens large. On peut le faire au niveau d'une zone d'activité, on peut le faire au niveau d'un cluster. Donc on est sur un collectif. On peut faire des évaluations d'impact territorial, en particulier sur les nouvelles implantations qui auront eu lieu sur le territoire, toujours sur les mêmes 12 thématiques. Ce qu'on attend des entreprises industrielles, eh bien, on l'attend des nouvelles entreprises qui s'implantent sur le territoire comme des écosystèmes existants. Et puis, on fait des rapports d'impact territoriaux
pour des entreprises industrielles. Ce qui est intéressant dans cette démarche, et donc je vous dirais comment on l'amène, et si vous voulez vous lancer, comment vous pouvez vous lancer dans un instant. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'avec les mêmes thématiques, la même approche, on répond à la fois aux besoins des territoires, avec des chartes d'engagement, avec des évaluations d'impact collectives et qui renforcent la gouvernance territoriale autour de l'industrie. Donc, on répond à ces enjeux et sur les mêmes thématiques exactement, on permet aussi aux entreprises de valoriser elles-mêmes l'impact territorial qu'elles ont, sachant que ce sont aujourd'hui des attentes dans les nouvelles grilles ESRS ou CSRD qui s'imposent aux entreprises industrielles, entre autres, dans leur démarche de reporting RSE. Donc, tous ces éléments communiquent et deviennent de plus en plus actuels aussi pour les entreprises industrielles. Donc, 3 livrables possibles. Je vais vous indiquer maintenant, si ça vous intéresse, si c'est une démarche qui vous intéresse dans le cadre de votre gouvernance territoriale et pour renforcer ces éléments, comment vous lancer. Ah oui, peut-être simplement avant, un exemple actuel de projet de responsabilité territoriale industrielle que nous menons en ce moment, justement avec territoire d'industrie. Il s'agit du territoire d'industrie de Rochefort, Royan, Marennes, Oléron, avec lequel nous travaillons dans le cadre d'une expérimentation qui est portée par Territoire d'industrie au niveau national, donc qui nous donne l'opportunité d'appliquer cette démarche au niveau d'un territoire d'industrie. On a choisi le territoire de Rochefort, Royan, Marennes, Oléron parce que c'est un territoire avec un tissu industriel existant, avec une gouvernance territoriale qui fonctionne. C'est un territoire qui est attractif pour l'industrie, qui a du foncier, mais de manière limitée. Donc, on est sur un territoire attractif qui peut engager cette discussion avec l'ensemble des parties prenantes industrielles locales, qui a un potentiel de développement, mais qui va aussi se permettre de choisir les projets parce que le foncier est limité, comme j'imagine pour de très nombreux aujourd'hui parmi vous. Donc, ce qu'on fait avec le territoire de Rochefort, eh bien, c'est se baser en particulier sur 2 terrains qui sont actuellement commercialisés et on pose la question à l'ensemble des parties prenantes, des grands piliers de cette charte industrie-territoire qui vont s'appliquer ensuite sur les fonciers disponibles, aussi bien à Rochefort qu'à Royan, et également à Oléron dans une moindre mesure. Donc, on va appliquer ce principe de charte à différents fonciers disponibles. Comment se lancer? Eh bien, c'est assez simple sur la démarche que nous vous indiquons, et je serai bien évidemment ravie de vous en parler plus avant si vous avez des questions. Formaliser un diagnostic du territoire sur les 12 thématiques essentielles. Y ajouter, si vous le pouvez, une histoire de l'industrie sur le territoire. Cette histoire, elle est vécue par les citoyens, et c'est bien de l'avoir en tête quand on parle de responsabilité industrielle ou territoriale. Évaluer l'impact actuel et projeté de l'entreprise actuelle, mais aussi projeté en particulier si vous faites une évaluation d'impact sur les nouvelles implantations. Rédiger la charte ou le rapport avec l'ensemble des parties prenantes locales. En général, cela nécessite 20 à 30 entretiens. Et puis, dernier point, capitaliser sur ces parties prenantes pour renforcer votre gouvernance territoriale. Je serais ravie, donc merci de m'avoir écouté, je serais ravie de vous en parler davantage. Vous pouvez me contacter avec l'adresse ici qui s'affiche et mon numéro de téléphone. Et puis bien évidemment, je suis à votre disposition jusqu'à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Et je repasse la parole à Cindy et Bernard Abondance qui va, je crois, prendre la suite. Oui, merci beaucoup Virginie. Donc Bernard va suivre pour nous présenter une bonne pratique qui fait partie du dossier et qui s'appelle l'accélérateur industriel. Bernard, c'est à vous. Merci, merci Cindy. En tout cas, bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous plutôt. Merci au CNER et puis surtout merci à Cindy de me donner l'opportunité de présenter notre travail. En fait, très clairement, c'est un travail qu'on a fait avec Compagnum et Virginie. Et encore merci également à Virginie. D'où vient cette réalisation et ce travail? On peut peut-être avancer. Oui, pardon. Voilà, donc en fait, plutôt que d'être très abstrait, très
concrètement, l'origine de ce travail remonte à 2 ans, où on a travaillé sur les avantages concurrentiels de l'Essonne en matière industrielle. À l'origine, on voulait travailler sur la réindustrialisation, puis on s'est très vite aperçu qu'on n'avait pas trop de valeur ajoutée sur ce sujet très large. Et en tant qu'agence d'attractivité qui travaillons à la fois pour les territoires et pour les entreprises, on a préféré se centrer sur un sujet très, très opérationnel. De ce sujet très opérationnel, on a tiré un certain nombre de secteurs d'activité, de domaines d'activité qui sont clés pour le département de l'Essonne. Et une fois qu'on a eu réalisé ce travail, les acteurs avec qui on a travaillé entre 50 et 60 entreprises, donc à chaque fois c'est un travail de terrain, de proximité, on ne fait pas des stats pour le dire très très clairement. Ils nous ont dit, bon, c'est bien, vous avez identifié des secteurs, mais maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait? Comme d'autres territoires, on est dans une situation où il y a une forme de rareté foncière, où il y a un certain nombre de difficultés à venir s'implanter en Essonne ou développer des activités industrielles. Donc on a changé notre fusil d'épaule et on s'est dit finalement quels seraient les modèles, on appelle ça des modèles, qui seraient intéressants à la fois pour le territoire en fonction de sa stratégie, en fonction de ses caractéristiques, et qui seraient également intéressants pour apporter satisfaction aux entreprises. Donc là, vous retrouvez nos 2 bacs à sable. Et qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc là, encore une fois, on a utilisé une méthode qui est une méthodologie de terrain. Avec Companium, on a réalisé un certain nombre d'entretiens, un peu plus d'une 50aine. On a positionné 3 ateliers sur les modèles qui nous paraissaient les plus intéressants. Et donc ça, c'est la phase de diagnostic. Qu'est-ce qui ressort de cette phase de diagnostic? Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Oups, C'est un peu rapide. Voilà. pardon. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, en fonction des caractéristiques du territoire, on s'est dit quels vont être les modèles qui pourraient être intéressants pour ce territoire. Les modèles intéressants pour nous, c'est des modèles qui sont à la fois en adéquation avec les besoins des entreprises, qui sont cohérents avec la situation du territoire et qui vont donner un avantage à la fois au territoire et à la fois aux entreprises. Donc, on a parcouru un certain nombre de possibilités. La requalification des zones d'activité, l'accueil de gigafactories, d'autres solutions de production en réseau. Et en fait, on s'est arrêté sur 3 modèles qui nous paraissent intéressants et importants et surtout adaptés à la fois aux besoins des entreprises et aux caractéristiques du territoire. D'une part, l'hôtel industriel. D'autre part, la première usine ou la nouvelle usine. C'est-à-dire que là, on se situe avec des entreprises qui arrivent en phase d'industrialisation et la transformation du grand site industriel. Je vais revenir à chaque fois sur ces différents modèles, si on peut avancer. Donc là, on peut passer, j'en ai parlé rapidement, les résultats. Alors, l'hôtel industriel mérite qu'on s'y arrête. Puisqu'en fait, on s'est aperçu au moment du groupe de travail qu'il y a un vrai besoin de pédagogie sur les transformations que connaît l'industrie. Beaucoup d'interlocuteurs, même si on était avec des professionnels, ont encore des visions de l'industrie qui sont un peu, passez-moi l'expression, passéistes, avec une vision de l'industrie qui est encore avec de très grandes emprises foncières, j'allais dire beaucoup de chemins. Et donc, à l'heure actuelle, l'industrie tend quand même à se transformer, et l'hôtel industriel est pour nous un vecteur de cette transformation, c'est-à-dire que nous nommons hôtel industriel une proposition immobilière qui peut accueillir le plus souvent dans différents étages, à différents niveaux, des activités de production. Donc c'est un outil qui a comme particularité de pouvoir s'inscrire soit dans un périurbain, soit dans un espace urbain pas très dense, voire dense, et qui va avoir la possibilité d'accueillir des unités de production, plus proposer un certain nombre d'accompagnements. Et donc, au cours du groupe de travail, ce qui était vraiment très frappant, j'ai repris quelques exemples qu'on a présentés. Donc, il y en a un à Stockholm, il y en a un à Paris, il y en a plusieurs à Paris. Il y en a un à Nottingham, il y a d'autres exemples en Suisse, en Italie, aux États-Unis. Et en fait, c'est peu connu. Et certaines personnes qui étaient dans les groupes de travail nous expliquaient, mais non, en fait, vous nous montrez de beaux immeubles de bureaux et à l'intérieur, il n'y a pas de production. Mais écoutez, soit vous me croyez sur parole, soit vous vous déplacez.
mais je peux vous assurer que derrière les 3 belles photos qui sont ici, il y a effectivement des activités de production. Le dernier est à Paris, les rues d'Aubervilliers. C'est en fait un ensemble de 2 bâtiments de près de 15 000 m² où vous trouvez de la production à l'intérieur. Donc, c'était vraiment la première étape. Et au-delà de cette première étape qui constitue le diagnostic, un des 3 diagnostics qu'on a formulés, bien évidemment, en tant qu'agence de développement local ou agence d'attractivité, notre enjeu pour nous, c'est de passer au concret. Donc, après le diagnostic, ce qu'on a essayé de proposer, c'est, alors je ne vais pas continuer sur la métaphore médicale et parler de thérapie, mais plus modestement de proposer une solution d'ingénierie, de mise en œuvre qu'on a vraiment appelée accélérateur. Accélérateur au sens de pouvoir aller plus vite et de concrétiser l'idée. C'est un peu le parallèle de l'accélérateur à start-up que tout le monde connaît. Donc, je vais détailler un petit peu le modèle accélérateur pour l'hôtel industriel. Je détaillerai moins les autres parce que je vais être vite pris par le temps. L'hôtel industriel s'adresse avant tout aux collectivités territoriales, aux investisseurs, à des acteurs de l'immobilier. L'enjeu, c'est d'être en capacité de leur montrer que l'on peut développer des bâtiments dans des espaces plutôt périurbains qui sont tout à fait compétitifs et qui peuvent apporter des solutions pour les entreprises. Quand je dis entreprise, je parle à la fois d'entreprises innovantes, puisque c'est l'ADN du territoire, mais également de PME. Et donc, on a imaginé le parcours d'ingénierie en plusieurs phases. Tout d'abord, je reviens sur cette idée qu'il est important de faire de la pédagogie à la fois pour l'industrie. Qu'est-ce que l'industrie? Quels sont les besoins des entreprises industrielles? Mais également sur quelles sont les solutions qui peuvent être apportées pour l'accueil d'entreprises industrielles. Donc, il y a un temps d'inspiration, il y a un temps d'étude d'opportunité. Donc, on se retrouve dans une démarche très proche de celle d'un cabinet de conseil ou d'ingénierie, de lancement du projet, de réalisation du projet et d'accompagnement à la mise en œuvre. Et en fait, à chaque fois, le processus d'ingénierie est construit de la manière suivante. On intervient en tant que facilitateur. Nous ne sommes pas au cœur du projet. Au cœur du projet est positionné soit le territoire, soit l'entreprise. Et notre rôle, c'est bien de construire une offre avec d'autres partenaires qui va venir faciliter la mise en œuvre du projet. Je vais accélérer, je vais passer un peu plus vite sur les 2 autres exemples. La première, la nouvelle usine, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Tout le monde a été confronté à une entreprise innovante, PME ou de grande dimension qui veut soit déployer sa première usine, et là je pense plus particulièrement aux startups, ou à des entreprises qui veulent passer à la nouvelle usine, c'est-à-dire une entreprise qui augmente son volume de production et qui a besoin d'un nouveau site industriel en plus de celui qu'elle connaît déjà. Il y a bien sûr la question de l'acceptabilité de l'industrie. Et on a un peu volontairement mis en exergue deux entreprises qui existent vraiment en Essonne. Hyposkesu, qui est une start-up, ex-start-up et qui fait de la production dans le domaine des biotechnologies, qui va ouvrir une seconde usine. Et je peux vous assurer, quand vous passez sur la N7 à proximité de l'usine, vous ne savez pas que c'est une usine. C'est-à-dire qu'on veut montrer par là qu'il est possible de s'insérer dans le milieu urbain avec une certaine attention portée à l'architecture et en fonction de la typologie de production. Delpharm, c'est une entreprise qui est dans une situation un peu plus périurbaine, et c'est pareil, passer devant, on ne sait pas que c'est une usine. Donc c'est vraiment pour la pédagogie à destination des élus et des territoires. Bien sûr, il y a la question du foncier, mais toute notre démarche, et je vous demanderai de passer à la slide suivante s'il vous plaît, consiste à ne pas s'arrêter au foncier. Parce qu'il y a des solutions, on le montre, je n'ose pas dire tous les jours, mais on le montre fréquemment, si l'entreprise accepte de revenir et de discuter son projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un territoire qui se dit potentiellement intéressé, avec une offre qui peut potentiellement donner satisfaction à l'entreprise, tout l'enjeu de la démarche d'ingénierie que l'on propose, c'est de mettre en place un dispositif d'accompagnement de l'entreprise et du territoire de manière à ce qu'il y ait éventuellement des évolutions et des transformations du projet, peut-être une contraction du projet, peut-être une transformation, peut-être
un certain nombre de discours pédagogiques vis-à-vis des territoires. Non, il n'y a pas nécessairement 100 camions de plus sur la route et le rond-point tous les jours. On ne parle pas que de ce type d'industrie. Et donc, l'enjeu, c'est véritablement, dès le premier contact, se situe au niveau du premier contact entre l'entreprise et le territoire, de manière à préparer l'entreprise dans sa présentation, la présentation de son projet qu'elle va faire au territoire. Et après, si le territoire, pour nous, un territoire du département de l'Essonne est véritablement accroché, notre proposition de valeur, c'est de mettre en place un dispositif d'accompagnement. Le troisième modèle est, comme le premier, assez caractéristique du territoire, autant le second est largement répandu. Il se trouve que dans les années 60-70, de grands groupes industriels ont pris de très grands fonciers. Quand je parle de très grands fonciers, c'est de 50 à quasiment 100 hectares. Et parce qu'ils avaient la possibilité de le faire, on était en deuxième couronne de Paris et le foncier était largement disponible et pas très cher à l'époque. Et en plus, ils répondaient véritablement, ces grandes superficies répondaient véritablement à des besoins à la fois techniques, de grandes superficies pour produire. Safran doit avoir 80 hectares à moins de, pas 100 mètres, mais à moins d'1 kilomètre d'ici. Et donc, ces grands fonciers sont appelés à muter, tout simplement parce que les conditions économiques changent pour les grandes entreprises, tout simplement parce que les conditions de production changent. Et notre proposition de valeur, c'est, slide suivant, s'il vous plaît, consiste à discuter le plus rapidement possible avec les territoires et les entreprises concernées, afin de leur proposer un diagnostic, à la fin de proposer des éléments de prospective sur l'évolution de ces grands sites industriels, de manière à ce qu'ils restent des sites économiques, qu'ils ne deviennent pas, qu'ils n'aient pas d'autres vocations vers lesquelles on voit qu'ils se tournent assez facilement, à savoir soit du tertiaire, soit du logement, soit des activités commerciales, mais qu'on prenne les projets suffisamment tôt pour qu'on puisse préserver ce foncier à vocation économique. Dernier slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quelle est la première étape pour bénéficier des accélérateurs? Tout simplement, c'est de nous contacter pour les acteurs essonniens, bien évidemment. Je suis, comme Virginie, entièrement à votre disposition pour discuter des projets qui pourraient être de la même nature. Par contre, nous ne pourrons pas vous accompagner et intervenir. Vous comprenez bien pourquoi. Donc, l'enjeu de l'hôtel industriel, c'est tout d'abord une question de pédagogie pour bien faire comprendre quels sont les atouts et les faiblesses de ce type d'outils dans une stratégie industrielle. Sur la nouvelle usine ou la première usine, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vraiment capter très vite l'industriel de manière à ce qu'on puisse discuter avec lui de la manière dont il va présenter son projet au territoire. Et puis sur le grand site, c'est d'arriver pas trop tard lorsqu'il y a des discussions entre un territoire et un grand site industriel qui se mettent en place. C'était la phase de préparation qui a duré jusqu'à l'année dernière. On a réalisé, donc avec le concours de Compagnum, un document très synthétique qui présente effectivement l'accélération industrielle en Essonne et donc les 3 modèles clés à l'accélérateur. Et à l'heure actuelle, on entre en phase de mise en œuvre. On a des discussions très, très, très avancées avec une start-up qui est en train de devenir une PME pour sa première usine. On est en train de discuter l'accord de confidentialité, donc je pense que ça va aller au bout. On discute avec 2 territoires sur l'industrie au sens large et des fonciers qui pourraient accueillir soit des activités industrielles, voire un hôtel industriel, et avec, j'allais dire 3 grandes entreprises. Mais non, ce n'est pas 3 grandes entreprises, c'est une grande entreprise et 2 entités différentes de grande dimension qui ont, elles aussi, des regards très positifs vis-à-vis de l'industrie. On est plus dans le monde de l'innovation et de la recherche et qui se disent, finalement, on a la recherche, on a des outils d'innovation, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on n'accueillerait pas également des activités productives, soit chez nous, donc le chez nous est relativement grand déjà, soit à proximité. Et en fait, on s'aperçoit que lorsque l'on pose un diagnostic et que l'on partage ce diagnostic, on a assez vite des échos favorables. Et puis surtout, on a des acteurs avec lesquels on peut continuer à discuter, qui on peut emmener vers la réalisation, et c'est tout l'enjeu que l'on a pour 2024. Je m'excuse platement, j'ai été immensément trop long.
Et on peut continuer la discussion si vous le voulez. Merci beaucoup, Bernard. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à Françoise Restif qui va nous présenter une démarche de relocalisation par les achats. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on y reviendra après quand on aura fini. Françoise, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci pour voilà, l'opportunité de présenter la démarche. Donc, Françoise Restif, je suis chef de mission relocalisation et transition écologique à Bretagne Développement Innovation. On est l'agence de développement économique régional de la région Bretagne. Donc, le projet de relocalisation par les achats est un projet collectif qui est piloté par la région Bretagne, par un élu qui est Loïc Henaf, qui est en charge de la relocalisation du fret et de la logistique, et qui est également un chef d'entreprise. Donc, le projet est coordonné par BDI, et on a mis autour de la table, en fait, les principales structures représentatives des entreprises, notamment le MEDEF avec ses branches UMM pour mécanique métallurgie, l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires, la Fédération du bâtiment. On a également l'association Produits en Bretagne, qui est une structure bretonne qui travaille depuis de nombreuses années pour favoriser l'achat local auprès des consommateurs, en particulier dans la grande distribution. Et puis, bien entendu, on travaille avec la CCI, avec nos homologues de Bretagne Commerce International, Bretagne Compétitivité, qui est également une structure qui dépend du monde consulaire. On a également le Conseil national des achats, qui fait partie du comité de pilotage qui nous permet d'avoir la vision acheteur, la vision métier, les besoins, des retours d'expérience. Et puis, on est également soutenu par la Banque des Territoires qui avait cofinancé l'année dernière une expérimentation d'accompagnement d'une dizaine d'entreprises. Et puis, il y a également l'État qui est autour de la table, ainsi que les conseillers du commerce extérieur en Bretagne. Donc, notre objectif, c'est de répondre, bien entendu, à un certain nombre d'enjeux qui sont ceux du développement économique, de la relocalisation et de la réindustrialisation. Donc, bien sûr, les enjeux de souveraineté, d'emploi, d'activité et de pérennité du modèle social. Voilà, faire en sorte que l'activité qu'on a en Bretagne permet également d'avoir des cotisations sociales, de pouvoir justement maintenir un modèle social français qui bénéficie à l'ensemble des citoyens et qu'il y a bien un fort lien entre cette partie économique, industrie et citoyens. Et puis, bien entendu, le sujet de soutenabilité environnementale, on l'a vu sur le premier slide, hein. Pour nous, la relocalisation par les achats, c'est un moyen de transition pour les entreprises. On a décidé, dans le cadre de nos plans d'action, de travailler en priorité sur la relocalisation des achats. On a également une partie relocalisation industrielle. Je veux bien qu'on revienne sur le slide d'avant. Ah, pardon. Il n'y a pas de souci. Et donc, on s'est dit, travailler sur les achats, renforcer le lien entre les entreprises pour qu'une entreprise bretonne achète en priorité à des fournisseurs locaux, bien entendu lorsqu'il y en a. Ça permet donc de créer de l'activité, de l'emploi local, de renforcer la résilience du territoire et de ses acteurs, on l'a bien vu, hein, notamment lors de la crise Covid, de la guerre en Ukraine, des difficultés d'approvisionnement de produits qui sont importés de loin. Et travailler avec un fournisseur qui peut aussi être un vrai partenaire économique en local permet de trouver plus facilement des solutions, voilà, et peut-être de ne pas avoir une entreprise, une usine à l'arrêt pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'on est un des clients tout en bas de la liste et que de toute façon, on n'a pas de possibilité justement de négociation. Acheter local permet aussi de réduire et de relocaliser ses impacts environnementaux et sociaux. En tant que citoyen et donc en tant qu'entreprise également, on est responsable de l'impact de nos achats, s'ils sont fabriqués bien entendu en France ou ailleurs dans le monde. Ça n'a pas le même impact en termes de carbone, mais également un impact en termes de droits sociaux, environnementaux, biodiversité, ressources en eau, etc. Et même si ça ne se voit pas tout de suite,
on est bien responsable de l'impact de nos achats. Bien entendu, ça permet du créer de lien et de la coopération. On l'a vu à travers des témoignages d'entreprises. Acheter en local permet de créer du lien et également de faire de l'innovation sur des produits. Et puis, bien entendu, ça permet de travailler sur les compétences en local, de les pérenniser, de les développer. Voilà. Concernant donc les entreprises, on a listé un certain nombre d'avantages pour elles, travailler sur ce sujet de l'achat local. Donc tout d'abord, bien entendu, gagner en flexibilité et en réactivité. Lorsqu'on peut se faire livrer en quelques heures, après voilà, une commande qui attend quelques jours ou quelques semaines, c'est pas pareil que qu'on doit se faire livrer en conteneur de l'autre bout du monde. En termes de flexibilité, voilà, si on a une grosse commande, eh ben, on peut s'adapter plus rapidement. S'il y a des problèmes de livraison, on peut trouver plus facilement des solutions. Ça peut permettre donc aux entreprises de renforcer leur compétitivité grâce à des sujets d'innovation, justement des sujets de réactivité pour des commandes clients. Ça peut permettre également de travailler sur la partie coût, puisque acheter en local, c'est pas toujours plus cher qu'acheter au loin. Quand on prend l'ensemble des coûts, notamment les coûts de transport, les coûts de stockage, d'immobilisation, les coûts RH, et puis, voilà, ça permet bien entendu de sécuriser les approvisionnements, de participer à la réindustrialisation, à l'ancrage local, voilà, de réduire l'impact carbone, l'impact environnemental au sens large, puisqu'il y a aussi l'impact en eau, l'impact sur la biodiversité. Et puis, de travailler également sur la démarche RSE, sur le pilier territoire, sur le pilier décarbonation, sur le pilier achat durable, bien entendu, et d'anticiper les futures réglementations, notamment en matière de RSE avec la CSRD, d'avoir déjà des indicateurs qu'on peut utiliser et valoriser voilà, auprès des financeurs, auprès des collectivités sur lesquelles on est implanté, et puis également auprès des salariés et des potentiels salariés, notamment dans le cadre d'une démarche de marque employeur, puisque voilà, il y a je pense que c'est le cas dans pas mal de régions, mais en tout cas en Bretagne, on a un niveau de chômage assez faible, et dans l'industrie, c'est compliqué de recruter. Donc, travailler dans une entreprise qui a un impact, qui fait attention à ses impacts, ça permet justement de faciliter ce recrutement. Donc, on a travaillé avec les partenaires en s'appuyant sur l'expérimentation qu'on avait mis en place en 2022-2023 et puis sur une précédente étude sur un plan d'action collectif dans lequel chaque partenaire s'est engagé à mettre en œuvre certaines actions, bien entendu en fonction de ses missions, de ses moyens et de son état d'avancement sur le sujet de la relocalisation. Le premier axe concerne la sensibilisation des dirigeants, puisqu'on s'est dit les achats locaux, c'est avant tout une question de stratégie d'entreprise. C'est bien aux dirigeants de définir les priorités pour ensuite permettre aux acheteurs de travailler en fonction de critères clairs sur le choix des fournisseurs. Donc pour ça, on met en place un certain nombre d'actions autour de la communication. Ça peut être par exemple des outils de communication, l'organisation d'événements qu'on organise nous, que les partenaires en organisent ou dans lesquels on intervient pour organiser une table ronde ou une intervention pour présenter la démarche. Voilà, on a un site internet, on a des réseaux sociaux. Et donc l'idée, c'est justement d'avoir une communication large pour toucher un maximum d'entreprises. Voilà, à travers les partenaires, à travers des réseaux qui existent sur les territoires. On travaille également à la mise à disposition d'outils de sensibilisation que je vous présenterai brièvement tout à l'heure. Et puis des actions sur comment démontrer et former également à l'achat local, aux avantages, avec des réflexions sur différents niveaux de formation, puisque bien entendu, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et puis, on s'est rendu compte, en effet, que selon les entreprises,
selon la taille du service achat. Il n'existe pas toujours dans les toutes petites entreprises. Selon la maturité de ce service, eh ben, voilà, les besoins des entreprises étaient vraiment différenciés. Donc, on essaye plutôt d'avoir des outils simples, d'abord des outils de sensibilisation, et puis après de voir par rapport aux besoins des entreprises quels services on peut leur proposer. L'axe 2, c'est vraiment sur la mise en relation, créer des nouvelles relations entre entreprises en local, avec la première action autour de l'identification de fournisseurs potentiels. Donc là, on utilise une base de données interne, des bases de données, des annuaires publics. On mobilise également le réseau des accompagnateurs et des structures d'innovation. En priorité, des acteurs locaux, des acteurs bretons, mais on vise aussi à identifier, lorsqu'on n'a pas, pas la compétence en local, ce qui arrive, bien entendu, des acteurs ailleurs en France et en Europe. Donc, par exemple, on avait discuté avec Solutions & Co, l'Agence de développement économique des Pays de la Loire. Voilà, on est ouvert aussi pour travailler avec d'autres régions en France sur ce sujet. Et puis, on a des réseaux au niveau européen, donc à travers nos collègues de Bretagne Commerce International, les conseillers du commerce extérieur, et puis un réseau européen qui s'appelle Entreprise Europe Network, qu'on peut mobiliser justement pour identifier des partenaires ailleurs en France, en Europe. L'idée étant vraiment de raccourcir en fait la chaîne d'approvisionnement. Donc, on a des actions autour de la mise en lien, mise en relation, notamment lors des événements. Et puis, ce qu'on appelait soutenir les nouvelles façons d'acheter. Donc là, c'est plutôt le lien avec l'économie circulaire, le réemploi, acheter en local des produits de réemploi ou des équipements de réemploi. Réfléchir peut-être à concevoir différemment, faire de l'éco-conception. On achète des composants en Bretagne ou en France, peut-être que comme ils sont plus résistants, on va imaginer différemment le produit, la façon de le produire, voire réfléchir à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, plutôt que de vendre le produit, je vends son utilisation. C'est aussi faire le lien avec les entreprises d'insertion, qui sont bien entendu justement plutôt locales plutôt que les grandes entreprises. Voilà, vraiment investiguer l'ensemble des solutions et puis voilà, l'idée de travailler un petit peu différemment. Et puis l'axe 3, donc là, c'est un axe un petit peu plus classique, entre guillemets, sur les sujets de relocalisation, où là, on travaille sur les activités avec l'idée de relocaliser ou plutôt de localiser de nouvelles activités, avec le besoin, avec plusieurs étapes, bien entendu, repérer les besoins, notamment sur les thématiques clés en Bretagne. Par exemple, à BDI, on travaille sur les énergies marines ou sur l'hydrogène renouvelable ou la cybersécurité. Donc là, voilà, il y a des segments de la chaîne de valeur où on n'a pas d'entreprise présente. Donc, il y a un intérêt à les attirer, entreprises bretonnes ou internationales. Et puis, accompagner les relocalisations, les porteurs de projets. Donc, c'est quelque chose qu'on fait notamment en lien avec la région, la direction de l'économie, qui a des accompagnateurs dans les territoires. Donc, sur le slide suivant, donc rapidement, donc on a un site internet ressources avec des possibilités donc d'avoir une présentation de la démarche, d'avoir des informations sur les étapes pour relocaliser les achats, les outils qui sont mis à disposition, tels que par exemple l'indice breton de l'achat local qu'on voit en haut à droite. En fait, c'est tout simplement l'idée de s'appuyer sur la comptabilité sur une année, de voir les codes postaux des fournisseurs et de voir quelle est la part des achats en Bretagne, en France, en Europe et à l'international, avec l'idée de savoir d'où on part, d'identifier des marges de progrès. Voilà. Bien entendu, selon les entreprises, selon les secteurs, on ne peut pas tout acheter en local. Voilà, par exemple, dans l'agroalimentaire, on peut acheter beaucoup de choses en Bretagne. Dans l'électronique, c'est un petit peu plus compliqué. Mais l'idée, voilà, c'est de travailler plutôt sur une marge de progression. Donc, cet outil,
En fait, ils se basent hein, sur quelque chose qui existe, qui a été mis en place par l'UMM Bretagne dans le cadre de leur charte industrielle engagée pour mon territoire, qui existe depuis déjà 2 ans, où ils incitent aussi les entreprises à calculer justement les achats effectués en local et à les renforcer, hein, ce qu'on fait également dans le cadre de la charte Je relocalise mes achats en Bretagne. Donc, comme je le disais, on a également un formulaire pour l'identification de fournisseurs locaux potentiels. On en aura également un bientôt pour que les entreprises puissent se faire référencer en tant que fournisseur local. Voilà, on a des vidéos, des exemples, des retours d'expérience. On a également des informations sur ce qu'on appelle le TCO, donc le coût global, le fait justement de ne pas travailler qu'en valeur faciale. C'est un sujet important pour les entreprises, les acheteurs et qui n'est pas facile à mettre en place. Donc, on réfléchit aussi à la mise en place de formations en fait, pour les chefs d'entreprise et puis peut-être pour les acheteurs. On a des actions en cours hein, aussi sur le recensement des formations existantes sur les achats avec des contacts à venir pour voir comment le sujet des achats locaux est intégré ou non. On a également identifié donc, les dispositifs d'accompagnement, notamment les dispositifs financiers. On a prévu de travailler aussi sur le recensement des structures et des cabinets de conseil à même d'accompagner les entreprises sur le sujet des achats durables avec une cartographie, un annuaire en ligne. Et puis, bien entendu, donc, des événements d'information et de mise en relation. Voilà. Et donc, juste pour finir, donc, les différents partenaires travaillent aussi actuellement hein, à la mise en place de leurs propres outils hein, selon les besoins des entreprises. Voilà, Produits en Bretagne met en place un parcours reloc et puis d'autres partenaires aussi réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire pour leurs adhérents, pour les entreprises qu'ils accompagnent, avec l'idée qu'on a de mettre en place le premier plan d'action 2024-2025 pour ensuite voir ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer et répondre au mieux aux besoins des entreprises. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous allez sur ce site, relocalisons.bzh pour pouvoir vous inscrire aux newsletters ou pour prendre contact et avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Merci. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de vous manifester. Je n'en ai vu aucune sur le chat. S'il n'y a personne, je vais poursuivre avec la présentation du dossier de bonne pratique. Voilà, qui sera disponible donc à partir de jeudi sur notre site internet cner-france.com dans la catégorie publication. Vous voyez ici en avant-première la première de couverture de ce dossier. Donc toutes les informations que vous avez eues aujourd'hui lors de ce webinaire sont issues de ce dossier de bonne pratique. Donc je vais voir tout de suite le sommaire. Voilà, donc bon, il est assez dense, donc je suis désolée si vous ne le voyez pas trop bien. Il y a une grosse partie, une première partie qui parle des enjeux de l'industrie, au sein desquels vous aurez l'intervention de Guillaume Gady de la société Ancoris, de Virginie Sachs qu'on a eu l'immense honneur d'écouter tout à l'heure, et puis une partie sur de l'accompagnement avec l'ANCT et les territoires d'industrie, la Banque des territoires qui nous parle de financement, de France Foncier Plus. Et puis, on clôture cette première partie avec un avis terrain d'une agence de développement, c'est-à-dire Nord France Invest. La deuxième partie, qui est celle qui nous intéresse, qui est le relevé de bonnes pratiques, le nombre de 29 bonnes pratiques qui ont été classées en 6 thèmes. Vous avez connaître son territoire industriel, promouvoir l'industrie, accompagner et financer, favoriser la collaboration, réindustrialiser et vers une industrie plus vertueuse. Pour vous procurer ce dossier, ça se passe à partir donc de jeudi. Si vous êtes adhérent ou une collectivité abonnée au club AID du CNER, il faut vous munir de votre identifiant et de votre mot de passe et vous faites comme un acte d'achat et au moment de payer, vous cliquez sur autre mode de paiement et vous recevrez votre PDF sous quelques jours. Si vous n'êtes pas adhérent, c'est pareil, démarche d'achat. Vous payez en ligne de façon sécurisée, il sera vendu 50 € TTC. Et si autre moyen de paiement, nous vous contacterons très rapidement pour voir ensemble les modalités.
Je vous mets ici nos coordonnées, donc les miennes surtout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur ce numéro ou cette adresse mail. Et si une collectivité ou une agence souhaite s'abonner, c'est vers Mathieu et Anaïs qu'il faut se tourner. Donc, vous voyez les coordonnées. Donc, si vous n'avez pas de questions, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement Aurore, Virginie, Bernard et Françoise pour leurs interventions très claires. Merci à tous les quatre. Et puis, du coup, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.